Le tsar Ivan IV de Russie était surnommé Ivan le Terrible. Plus qu'une politique autoritaire, il a instauré un régime de terreur. Au XVIe siècle, Ivan IV libère la Russie des oppresseurs étrangers. Les historiens soviétiques considèrent Ivan comme un héros, un dirigeant fort qui a combattu la corruption de l'État et l'exploitation du peuple. Ivan IV, grand prince de Moscou, est le premier tsar de droit divin de Russie. Était-il atteint de démence? Était-il un monstre de cruauté? Il devait trouver un certain plaisir à torturer les gens de façon aussi atroce. Ou bien était-il un souverain autoritaire qui exigeait obéissance et fidélité absolue de ses sujets afin de moderniser la Russie? C'était un homme d'esprit. Pour son époque, il était d'un haut niveau intellectuel. Les descriptions de son caractère sont aussi variées que ses portraits. Ce criminologue tente de réaliser le portrait robot du souverain et de dresser son profil psychologique. Autrefois, les chroniqueurs brossaient le portrait d'Ivan IV d'après les légendes qui sont parvenues jusqu'à nous. Axel Petermann de la police criminelle de Brême a lui aussi été marqué par ces légendes. Ivan était un esprit éclectique et versatile. Mais en tant que criminologue, je dirais que c'était les composantes criminelles de sa personnalité qui prédominaient. Axel Petermann a compulsé plusieurs documents rédigés de la main du tsar. Sa première impression, le souverain était d'une érudition et d'une intelligence peu communes. Ivan Vassilievitch naît à Moscou en 1530. Il n'a que 3 ans à la mort de son père, le grand prince de Moscou, Vassili III. À l'âge de 8 ans, il perd sa mère, Elena Glinskaya, morte sans doute des suites d'un empoisonnement. Après le décès de sa mère, la régence est assurée par un conseil d'aristocrates russes, les boyards, censés protéger le jeune orphelin. En réalité, ils font de son enfance un enfer. Chaque jour, l'héritier au trône doit se battre pour obtenir à manger. Victime d'humiliations et d'injustices répétées, il est enfermé sans raison et roué de coups. Les boyards ne supportent pas le jeune Ivan et ils entendent bien l'anéantir. Pourtant, Ivan survit au mauvais traitement. Plus tard, il invoquera toujours cette période douloureuse de sa vie pour justifier ses actes cruels et l'instauration d'un régime de terreur. Dans son enfance, il a eu constamment peur pour sa vie. Il savait qu'il risquait d'être éliminé à tout moment ou d'être jeté aux oubliettes. Heidi Kastner est psychiatre médico-légale. Elle tente d'expliquer l'atrocité de certains crimes en étudiant l'enfance des assassins. Ivan était totalement impuissant face à cette situation, sans aucune possibilité de s'en sortir par lui-même. Il était livré aux circonstances et en était conscient. En 1953, l'archéologue russe Mikhail Gerasimov modèle le visage du tsar Ivan à partir du crâne exhumé du souverain. Il faudra attendre le XXIe siècle pour qu'on puisse numériser une copie de ce modèle à l'aide d'un scanner en 3D et la convertir en image de synthèse. Ces travaux permettront de réaliser le premier portrait robot d'Ivan IV. Quatre siècles après la mort du tsar, les scientifiques découvrent pour la première fois les traits de son visage.
À 13 ans, le sentiment d'impuissance d'Ivan cède la place à une rage sourde. Il est maintenant conscient de sa puissance et n'hésite plus à tenir tête aux boyards. Un jour, il lâche une meute de chiens féroces sur le chef des boyards. Les chiens se jettent sur le bourreau du jeune Ivan et le mettent en pièces. Pour la première fois, l'enfant martyr parvient à inspirer de la peur à son entourage. Ce sentiment grisant ne le quittera plus. Les chiens qu'il lâche sur le chef des boyards obéissent à ses ordres. Ils sont comme une prolongation de son bras, un moi extérieur. Le sentiment de peur qui s'empare de son ennemi lui renvoie le message suivant. C'est toi le chef. Même s'il ne met pas son ennemi en pièces lui-même, il le fait par l'intermédiaire de ses chiens. La cruauté de l'acte choque l'Église orthodoxe russe. Ivan se montre plus coriace et courageux que ne s'y attendait son entourage. Dorénavant, les boyards devront composer avec lui. Il survivra à toutes les maltraitances et deviendra un jour grand prince de Moscou. Le patriarche Macaire, haut dignitaire de l'Église orthodoxe et fin stratège, se charge de l'éducation du jeune Ivan pour le préparer au mieux à sa mission de souverain. Le futur tsar poursuit l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en étudiant la Bible. Il recherche dans les Saintes Écritures un réconfort de l'âme pour atténuer le martyre qu'il a subi pendant son enfance. L'étude de l'arbre généalogique familial lui permet de prendre conscience de sa place dans la lignée impériale. Sa grand-mère, Sophie Paléologue, était la nièce du dernier empereur de Byzance. Esprit pieux, le jeune Ivan se sent désormais investi d'une mission divine. Это Иоанн Креститель, а это твоя бабушка, Софья Палеолог. Dans les pays orthodoxes, il a toujours existé des liens très étroits entre le souverain et le chef de l'Église. Ils étaient dépendants l'un de l'autre et s'influençaient mutuellement. Pour autant, c'est le souverain qui avait l'ascendant dans cette relation. C'est une grande différence avec l'Église de Rome, au sein de laquelle le pape représentait une puissance autonome. Le jeune Ivan grandit sous la stricte surveillance morale de l'Église orthodoxe. En 1547, à l'âge de 17 ans, il épouse la fille d'un riche boyard, Anastasia Romanovna. Les chroniqueurs de l'époque rapportent qu'elle était d'une grande beauté. On dit qu'Ivan l'aurait choisie parmi 1500 prétendantes. Anastasia restera jusqu'à sa mort la compagne fidèle du tsar et tempérera son caractère ombrageux et ses violentes sautes d'humeur. Elle décédera prématurément 13 ans plus tard. Un des proches parents d'Anastasia est l'ancêtre des Romanov, la dynastie de tsars qui régnera sur la Russie pendant 3 siècles, jusqu'en 1917. À l'instigation de l'Église, Ivan entame une série de réformes après son mariage. Il affranchit l'État et la société des règles archaïques qui les régissaient jusqu'alors. Sous son règne, une ère nouvelle s'ouvre en Russie. En cette année 1547, il se fait proclamer grand prince et tsar de toutes les Russies, marquant ainsi sa volonté de restaurer le pouvoir monarchique. Selon les rites byzantins, le tsar est couvert de pièces d'or. Afin d'asseoir son nouveau pouvoir, il se doit de réaliser un coup d'éclat. Depuis plus de 3 siècles, les Mongols maintiennent sous leur joug les principautés russes, dévastant les villes, les villages et pillant les églises chrétiennes. Une victoire sur les Mongols ferait d'Ivan un héros. Il élabore donc un stratagème pour prendre ses ennemis par surprise. À Moscou, les meilleurs charpentiers du pays assemblent des éléments de fortification
destinés à établir un campement militaire. Avantage indéniable, ils peuvent être démontés et remontés rapidement. Les soldats du tsar les hissent sur des radeaux et empruntent la Moskova et la Volga pour les acheminer en secret aux abords de la citadelle de Kazan, au cœur du royaume tatar. En une nuit, les fortifications sont édifiées et tout est prêt pour assiéger la cité. Aucune manœuvre de déstabilisation côté tatar ne pourra empêcher Ivan d'établir une solide position de combat. L'opération surprise est une réussite. Ivan donne alors à ses troupes le signal de l'assaut. Si les cavaliers tatars sont imbattables en terrain dégagé, il en va bien différemment lorsqu'ils se trouvent dans un espace restreint. Coincés entre les murailles de Kazan et le fleuve, ils sont dans l'incapacité de déployer toute leur puissance. Ivan a misé précisément sur cette stratégie. Après 2 mois de siège et d'âpres combats, Kazan tombe le 2 octobre 1552. Le khan de la cité prête allégeance à Ivan, devenant ainsi son vassal. Cette victoire est à l'origine de la fondation de l'Empire de Russie. Pour la première fois, la Russie n'était plus seulement peuplée de chrétiens, elle comptait aussi des musulmans et cette situation perdure toujours. Aujourd'hui, les Tatars constituent la plus grande minorité ethnique en Russie. La victoire éclatante d'Ivan sur les Tatars renforce le nationalisme russe au fil des siècles. Elle forge la légende d'un tsar conquérant, chrétien triomphant dans sa croisade contre les infidèles. L'historienne Maureen Perry a cherché des représentations poétiques d'Ivan IV dans les chants du folklore russe. Les paysans étaient convaincus que le tsar était un bon souverain, même s'il se montrait tyrannique. Et ils pensaient qu'il agirait en leur faveur contre l'administration corrompue et l'aristocratie décadente. Au XIXe siècle, le compositeur Modeste Moussorski consacre un lied à Ivan IV dans son opéra Boris Godunov. 3 siècles après sa mort, certains Russes le considèrent toujours comme le tsar juste et bon. Il est étonnant de voir qu'Ivan bénéficiait de cette aura dans la culture populaire. Comme le suggérait pourtant son surnom, il n'avait pas bonne réputation parmi les historiens et les intellectuels russes. Pour commémorer la prise de Kazan, le tsar fait édifier une église à Moscou qui deviendra la splendide cathédrale Basile le Bienheureux. Ivan était un esprit religieux. Tous les témoignages de ses contemporains concordent à cet égard. La victoire du tsar lui donne de l'assurance. Il a le sentiment d'être l'égal d'un empereur romain. C'est un moine qui le met en garde contre l'arrogance et l'orgueil, en établissant un parallèle entre la situation de Moscou et la chute de l'Empire romain. La première Rome est tombée, la deuxième aussi à cause des péchés et méfaits de l'empereur byzantin. Moscou est la troisième et dernière Rome, car il n'y en aura pas de quatrième. Le tsar Ivan, qui exerce un pouvoir autocratique, se sent responsable devant Dieu seul. Dans la première moitié de son règne, il remanie l'administration et établit un nouveau code de loi pour lutter contre la corruption. Il crée aussi le premier parlement russe composé exclusivement de boyards. Il s'entoure par ailleurs d'amis proches qui le conseillent. Dès le début de son règne apparaissent les premiers signes caractéristiques d'une personnalité pathologique. Partout, il flaire la trahison et prononce des jugements cruels et iniques. Ceux qui osent le trahir sont accusés de transgresser la volonté divine et encourent la peine de mort. De nos jours, on fait appel aux criminologues pour mettre en évidence les mobiles des tueurs en série. Dans le cas d'Ivan, leur analyse est sans équivoque. Le tsar était un monstre de cruauté. Il a fait exécuter de nombreuses victimes d'une façon particulièrement sadique. Dans la Russie du XVIe siècle, aux mœurs pourtant peu délicates, Ivan relègue les autres souverains à l'arrière-plan. Mais quelles étaient ses motivations ? Par exemple, les épouses des prétendus traîtres étaient assassinées.
puis pendus au-dessus de la porte du domicile conjugal. Et leur mari était contraint de faire comme si de rien n'était. Ivan a aussi fait construire des chaudrons immenses pour y faire griller les condamnés, ou pour les plonger en alternance dans l'eau bouillante et dans l'eau glacée, en répétant l'opération jusqu'à ce que leur peau parte en lambeaux et que mort s'en suive. Puis il faisait découper minutieusement les suppliciés en morceaux. D'après les pathologistes, ces actes de mutilation confirment la cruauté démentielle du tsar. On distingue 3 types de mutilations: défensive, offensive et agressive. Dans le comportement d'Ivan, on reconnaît notamment la mutilation agressive, sans doute motivée par la rage et la haine envers autrui. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à dépecer ses victimes de façon aussi atroce. Il est possible également qu'Ivan obtenait une satisfaction d'ordre sexuel en voyant mourir ses victimes à petit feu. Même s'il dispose d'un pouvoir presque sans limite, les événements traumatiques de son enfance continuent à guider ses pensées et ses actes. L'impuissance de ses victimes conforte le tsar dans sa position de force. Ce n'est pas la douleur ressentie par l'autre qui motive un être sadique, mais la réaction de l'autre face à la douleur. C'est une vraie drogue. La victime dit à son bourreau « J'ai peur de toi, tu me fais souffrir » et tu es la seule personne qui puisse mettre fin à cette situation. La cathédrale Basile le Bienheureux sur la place Rouge, symbole éclatant de la victoire d'Ivan IV sur les Tatars. Vers 1940, une autre figure historique tristement célèbre ne cache pas sa sympathie pour le tsar Ivan. The first public indication that Ivan was the new Le premier signe indiquant qu'Ivan était devenu une icône parmi les personnages historiques est apparu dans un article du romancier Kastiliov, publié dans le quotidien Izvestia. C'était un journal populaire d'État qui représentait donc le point de vue officiel. En 1941, Staline commande un film sur Ivan IV afin de raviver le sentiment patriotique pendant la guerre et de flatter son orgueil de petit père des peuples. Cette commande est confiée au réalisateur Sergei Eisenstein. Eisenstein n'avait pas reçu d'instructions précises, hormis qu'il devait réhabiliter l'image d'Ivan. Une image ternie par les représentations négatives qui abondaient dans les vieux livres d'histoire. Le premier volet du film, sorti en 1944 au cinéma, met en scène les premières années du règne d'Ivan IV. Dans cette fresque épique, composée à la manière d'un opéra, Eisenstein exalte la grandeur du tsar qui doit faire face aux intrigues de palais et à la trahison omniprésente, sans jamais évoquer sa cruauté. En 1945, le commanditaire du film, enthousiaste, décerne à Eisenstein le prix Staline pour son œuvre magistrale. À l'époque, personne ne semble surpris par la sympathie du dirigeant communiste pour le tsar, car les similitudes entre les deux despotes sont flagrantes. Staline voyait en Ivan un dirigeant fort et autoritaire, qui, comme lui, n'avait pas de scrupules à s'en prendre de façon musclée à ses ennemis, s'il estimait que c'était dans l'intérêt de l'État. L'enthousiasme déconcertant de Staline cacherait-il quelque chose ?
Retour en 1557. Ivan est parvenu à se faire aimer du peuple en plaçant à des postes clés des roturiers qui lui sont acquis. Jusque-là, il lui a fallu gouverner en tenant compte de l'Église et du Parlement composé d'aristocrates. Désormais, il veut exercer un pouvoir absolu. Pour asseoir son propre pouvoir, il compte écarter la noblesse traditionnelle et mettre en place des administrateurs issus de la noblesse de robe au service de l'État tsariste. Il a donc besoin de nouvelles terres pour créer des fiefs destinés à ses administrateurs. S'il veut atteindre ses objectifs, Ivan doit restreindre le pouvoir des boyards. Vers 1557, son épouse Anastasia tombe gravement malade et aucun médecin ne parvient à la soigner. Ivan pense qu'elle a été empoisonnée et soupçonne les princes de haut rang de son empire. Bientôt, les événements se précipitent. Une révolte tatare éclate. L'État féodal d'Astrakhan, situé à l'embouchure de la Volga, s'est allié avec les Tatars de Crimée pour expulser les Russes de la région. Ivan IV riposte en envoyant des armées de Cosaques. Mais elles ne parviennent pas à briser la résistance tatare. Elles assiègent alors la capitale de l'État et l'incendient avant d'en expulser le Khan. Désormais, les Mongols ne sont plus un obstacle à l'expansion tsariste et la voie est libre vers la Sibérie. L'Église orthodoxe, quant à elle, réclame l'expulsion des musulmans de Crimée. De plus, les boyards exigent un assouplissement de la stricte hiérarchie des princes de haut rang. Ni l'Église, ni la noblesse n'avaient imaginé qu'Ivan, à la fin de la trentaine, serait un monarque habile et un fin stratège, et qu'il leur réserverait encore bien des surprises. Après de longues souffrances, Anastasia meurt en 1560. Ivan fait alors exécuter quelques nobles, bien qu'il n'ait aucune preuve de son empoisonnement. Ce n'est qu'au XXe siècle que les expertises médico-légales confirmeront les soupçons d'Ivan. Dans les ossements d'Anastasia, on retrouvera de grandes quantités de mercure, d'arsenic et de plomb. Le tsar ne se remettra jamais de la perte de sa bien-aimée, son unique confidente. Lorsqu'il était marié, Ivan avait encore un certain attachement aux autres, un sentiment qu'il avait lié à sa première épouse. De toute évidence, elle était la seule personne envers laquelle il n'avait pas besoin de se montrer méfiant. Il avait toute confiance en sa femme et entretenait avec elle une relation aimante et attentionnée. À la mort d'Anastasia, il est devenu pire qu'avant son mariage. Ivan est profondément affecté par la mort de son épouse, dont l'agonie a duré près de 3 ans. Il prend alors une décision inattendue et incompréhensible aux yeux de ses contemporains. En décembre 1563, il donne l'ordre à sa cour de charger ses biens les plus précieux sur des traîneaux. Le tsar Ivan quitte le Kremlin pour rejoindre le palais d'Alexandrova-Sloboda, à 60 km au nord-est de Moscou. Arrivé sur place, il annonce son abdication. S'agit-il d'un calcul politique? En tout cas, le peuple est affolé et désemparé face à la vacance du pouvoir. Le tsar a dû éprouver une grande satisfaction en apprenant la réaction du peuple. Il a dû se dire « c'est moi l'homme dont ils ont besoin ». Il est rare d'être valorisé de cette façon. Habituellement, un souverain se sent valorisé quand ses sujets le craignent et le révèrent lors de ses apparitions. Cela, il l'a déjà vécu. Mais là, il s'est senti d'autant plus valorisé que le peuple a été pris de panique à l'annonce de son abdication en des temps difficiles. Le tsar passe 2 mois en exil, évitant tout contact avec Moscou. Ce calcul s'avère payant.
Ivan savait que les élites russes ne pouvaient pas imaginer un empire privé de tsars. C'était impensable. Dès lors, il était évident que les nobles moscovites et les gouverneurs des villes réclameraient son retour sur le trône. En effet, une délégation composée de membres du clergé, de la noblesse et de la bourgeoisie se met en marche pour Alexandrova-Sloboda. Malgré les rigueurs de l'hiver, ils franchissent en 2 jours la distance qui les sépare du palais. Les contemporains d'Ivan IV et plus tard les historiens ont formulé plusieurs hypothèses pour expliquer son exil volontaire. Ils évoquent notamment la douleur causée par la mort de son épouse et la déception d'avoir été trahi. Aujourd'hui, les chercheurs s'accordent à dire que l'abdication du tsar était une mise en scène calculée pour parvenir à ses fins. Les membres de la délégation remettent au tsar une pétition le suppliant de ne pas les abandonner sans protection et de revenir à Moscou. Fin tacticien, Ivan IV met en œuvre le plan qu'il a préparé depuis longtemps. Pour justifier tout ce qu'il entreprendra désormais en Russie, Ivan invoquera toujours le martyre qu'il a subi dans son enfance. Sa soif de vengeance est toujours aussi vive. Ivan a préparé une lettre en réponse à celle des pétitionnaires, les assurant qu'il ne les abandonnerait jamais et qu'il resterait leur souverain. Mais il pose 2 conditions à son retour. Il veut être investi du pouvoir absolu et il veut obtenir de vastes territoires qui lui appartiendront en propre. Ivan est convaincu que la délégation acceptera ces conditions. On sait que ce sont avant tout les marchands qui ont œuvré pour le retour du tsar à Moscou. Ils ne voulaient pas qu'il abdique. Les manœuvres démagogiques d'Ivan étaient destinées à lui assurer le soutien des classes inférieures. La délégation accepte les conditions posées par le tsar. Dorénavant, c'est en souverain absolu qu'il mènera sa politique de modernisation de la Russie. Il crée une unité d'élite composée de soldats chargés de sa garde personnelle, les opritchniki. Représentés à cheval avec pour symbole un balai et une tête de chien, ils sont au service exclusif du tsar. Ivan IV exerce un pouvoir despotique sur son nouveau territoire, l'Opritchnina. Véritables bandits sans foi ni loi, les opritchniki ravagent villes et villages, semant la terreur sur leur passage. Tous les groupes de population ont été victimes de la politique de terreur instaurée par le tsar. Parmi ses partisans, il y avait aussi bien des représentants de la haute noblesse que des petites gens. Ivan a mené des actions d'intimidation dans l'ensemble de la population pour écraser toute résistance possible contre lui. Cette politique de terreur a porté ses fruits, si bien qu'à terme, la résistance a été étouffée. Le système de l'Opritchnina, véritable État dans l'État, dure de 1565 à 1572. Durant cette période, le tsar s'arroge les 2/3 des domaines de la noblesse pour en faire ses possessions personnelles. La plupart se trouvent dans des régions très fertiles, et souvent, ils appartiennent aux boyards, haïs par le tsar. Les opritchniki chassent des familles entières de leurs terres et s'approprient leurs biens. Ivan et ses troupes ne se soucient guère de ce qu'il adviendra d'elles. La garde personnelle du tsar est composée de 1500 opritchniki. Seuls les hommes n'ayant aucun lien avec les boyards peuvent en faire partie. Les soldats vivent au sein de communautés semblables à des monastères. On leur interdit d'avoir des contacts avec l'extérieur et ils mènent une vie très austère.
En 1570, une rumeur parvient aux oreilles d'Ivan. La population de Novgorod serait en train de comploter contre lui. Il décide alors de punir la ville entière. Assiégé par les troupes du tsar, Novgorod est mise à feu et à sang. Pour quelle raison Ivan IV s'est-il senti provoqué au point de vouloir anéantir la ville? Dans la Russie du XVIe siècle, essentiellement agricole, les paysans de Novgorod avaient une compétence spécifique. Pour cela, ils avaient besoin d'un arbre en particulier. Pour s'approvisionner en écorce de bouleau, on choisit en général une forêt mixte, mais avec très peu de conifères. Une forêt où poussent les trembles, les sorbiers et les aulnes. Sous ces feuillus, les bouleaux étirent leur cime vers la lumière. Leur tronc, comme celui-ci, est lisse, sans branches. Au début de l'été, l'écorce au ton ocre se détache facilement du tronc. L'écorce de bouleau est un matériau aux qualités remarquables. Autrefois, on détachait de grands pans d'écorce que l'on utilisait d'ordinaire comme du goudron ou comme un lubrifiant. De plus, l'écorce de bouleau est un très bon isolant. On l'employait pour recouvrir les toits des maisons. Et il servait même de soubassement, car il est impossible de creuser des fondations dans le sol qui est très humide. L'écorce de bouleau fait également office de papier. C'est ainsi que les enfants de Novgorod apprennent à lire et à écrire, un avantage inestimable par rapport à d'autres régions de Russie. Novgorod est la plus ancienne cité russe. Ses églises richement décorées et ses arcades élégantes sont autant de marques de son faste d'antan. Cette ville libre ne pouvait que susciter la jalousie du tsar Ivan. Le sous-sol de Novgorod est un site archéologique exceptionnel. Depuis les années 50, les chantiers de fouilles se succèdent au cœur de la ville. Les archéologues ont mis au jour des documents ou fragments écrits sur écorce de bouleau très bien conservés qui témoignent du passé prestigieux de la cité. L'archéologue Sergueï Troyanov dirige les fouilles. Le climat est très rude dans la région. Tout près d'ici, il y a un grand lac qui amène des quantités d'eau incroyables vers Novgorod. Or, l'eau est le meilleur conservateur contre la dégradation induite par l'oxygène. Ainsi, tous les bâtiments en bois et les déchets ont été imprégnés d'eau. C'est pourquoi on a retrouvé des vestiges bien conservés, y compris des écorces de bouleau, du cuir et d'autres matériaux organiques. Des découvertes qui confirment la puissance et la richesse de l'ancienne cité. Les grands princes de Moscou n'avaient pas vraiment leur mot à dire ici. D'où Novgorod tirait-elle son indépendance? D'où venait la richesse qui lui offrait une telle liberté? Les documents sur écorce de bouleau fournissent des éléments de réponse sur les raisons qu'avait le tsar de détester cette ville. Le terrain marécageux de la région n'est pas adapté à l'agriculture qui occupe une place prépondérante dans le reste de la Russie. Les habitants de Novgorod tablent donc sur d'autres activités qui leur apportent une grande prospérité. Certains objets trouvés dans les fouilles indiquent que les habitants de Novgorod étaient mieux vêtus que ceux d'autres régions et avaient un meilleur niveau d'instruction. Ils étaient aussi très ouverts aux autres cultures. De nombreuses guildes marchandes, notamment la Ligue hanséatique, érigent leurs chapelles sur les rives de la Volkhov, qui arrose Novgorod. Les commerçants viennent y prier pour la bonne marche de leurs affaires. Ces guildes sont un signe de la puissance de la cité. L'étude des nombreux documents sur écorce de bouleau a montré que les habitants de Novgorod pratiquaient le négoce à distance. Les marchands avaient établi de bonnes relations avec l'Europe et ils ne voulaient pas recevoir de leçons de Moscou. Novgorod connaît la prospérité grâce à ses échanges commerciaux.
Cette cité qu'il ne contrôle pas ne convient pas au tsar. C'est pourquoi il va l'anéantir. En incendiant la ville et en massacrant une bonne partie de sa population, les opritchniki mettent fin à l'âge d'or de Novgorod. Elle reste un triste symbole du désastre économique qui découle de la politique d'Ivan IV. On a coutume de diviser le règne d'Ivan IV en deux périodes. Il y a d'abord la période des réformes, jusqu'aux alentours de 1560, puis celle de la terreur. Ivan IV a-t-il voulu semer la terreur pour la terreur, par pure cruauté? C'est une exagération, bien sûr. Surtout si, comme moi, on pense que l'Oprichnina, du moins au début, a servi à réorganiser les terres des élites, dans le but de renforcer le pouvoir militaire de la Russie. De ce point de vue, l'Oprichnina peut être considérée comme la suite logique de certaines réformes entamées au début des années 1550. Réformer la Russie par la terreur, est-ce là la source d'inspiration de Staline? Maureen Perry analyse les visions politiques d'Ivan IV. Le souverain a l'ambition d'élargir son empire vers les plaines de Sibérie et vers le sud. Mais cela dépasse ses capacités militaires. Les grandes steppes restent le domaine des hordes de cavaliers nomades. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les Tatars de Crimée envahissent à maintes reprises la Russie, infligeant des dégâts considérables à la population. Dans l'ouest du pays, Ivan doit à présent se concentrer sur d'autres ennemis, les chevaliers teutoniques de Livonie, implantés dans la Baltique. Le tsar exige qu'ils acquittent un impôt de vassalité. Son grand-père ayant conquis jadis la ville de Dorpat, Ivan estimait que les chevaliers teutoniques avaient depuis largement profité de ce territoire. Autrefois, les chevaliers de Livonie régnaient en maître sur les côtes de la Baltique. Lorsque leur puissance a commencé à décliner, les pays voisins ont essayé d'en tirer profit pour renforcer leur propre position. La Moscovie espérait s'assurer un débouché sur la Baltique afin d'accroître son prestige et de donner à l'ensemble de la Russie le statut de puissance émergente en Europe. La côte balte offre le débouché tant convoité sur la mer Baltique. Ivan IV, motivé par des intérêts commerciaux, aspire à une ouverture vers l'Europe occidentale, bien avant Pierre le Grand. Un port libre de glace toute l'année constituerait un avantage inestimable pour la Russie. Les fameux ports sur la Baltique ont-ils inspiré à Staline la commande du film Ivan le Terrible à Sergei Eisenstein? La scène du couronnement avec la promesse du tsar à son peuple en dit long à cet égard. Но что же наша отчизна, как не тело, по локти и колени отрубленное? Верховья рек наших, Волги, Двины, Волхова под нашей державой, а выход к морю их в чужих руках. Приморские земли отцов и дедов наших от земли нашей отторгнуты, а посему в день сей венчаемся мы на владение теми русскими землями, что ныне до времени под другими государями находятся. Le film d'Eisenstein peut apparaître comme une pure propagande. En effet, après la signature du pacte germano-soviétique en 1939, Staline a eu les mains libres pour annexer les pays baltes. Staline et ses fidèles partisans étaient suffisamment marxistes pour ne pas dire ouvertement « Nous revendiquons les États baltes parce qu'ils faisaient autrefois partie de l'Empire tsariste, dont nous sommes les successeurs. » D'autant que les bolcheviks avaient toujours condamné publiquement les attitudes impérialistes et colonialistes de l'Empire tsariste.
Tsarist empire. Le film d'Eisenstein transmet le message suivant. La Baltique fait partie de la Russie depuis des temps très anciens. Nous ne faisons que reprendre ce qui nous appartient déjà. Dem wird den Weg nach dem Osten öffnen. Ce passage du film établit un parallèle avec la progression de Staline vers la Baltique, rappelant ainsi aux Russes que les intérêts russes dans cette région dataient du début du Moyen Âge et qu'Ivan les avait fait valoir en son temps. En 1940, Staline annexe l'Estonie et la Lituanie, obtenant ainsi l'accès tant convoité au port sur la Baltique et réalisant le grand projet inachevé d'Ivan IV. Pendant la guerre de Livonie, le tsar conquiert les ports de Narva et d'Orpat et place à leur tête le prince Andreï Kourbski, son meilleur gouverneur. Mais ces succès rapides ne se transformeront pas pour autant en conquête durable. Les chevaliers teutoniques forment une coalition notamment avec la Suède, la Pologne et la Lituanie. Bien que leurs assauts répétés forcent les Russes à battre en retraite, Ivan continue à miser sur la puissance de Kourbski, son homme de confiance. En Estonie et en Lettonie apparaissent les premiers pamphlets en langue allemande destinés à échauffer les esprits contre le tsar. Ces écrits rivalisent d'audace dans la description des atrocités commises par le souverain et, très vite, diffusent l'image d'un tyran monstrueux qui vaudra au tsar le surnom de Ivan le Terrible. L'historien suisse Andreas Kappeler a étudié minutieusement ces pamphlets qui influencent aujourd'hui encore l'image que nous avons d'Ivan IV. Cette réputation a été très largement forgée par les pays voisins, notamment la Livonie, la Pologne, la Lituanie, et en partie aussi par la Suède, qui ont rédigé une littérature très critique, véritable propagande contre la Russie. Au fil des siècles, la réputation négative d'Ivan IV a perduré. Après les premières victoires contre les chevaliers teutoniques, Ivan se replie à Moscou, laissant à son fidèle Kourbski le soin de poursuivre la guerre de Livonie. Ce dernier réserve au souverain une amère déception. Du jour au lendemain, Andreï Kourbski passe à l'ennemi en rejoignant les troupes coalisées de Pologne et de Lituanie. Ivan est fou de rage. C'est la pire trahison qu'il puisse imaginer, qu'il subit de plein fouet, alors qu'il pleure encore son épouse Anastasia. Une correspondance de l'époque reflète l'état d'esprit du souverain. Ivan y accuse le prince Kourbski d'avoir trahi non seulement un ami, mais aussi le monarque de droit divin qui règne sur la Russie. Dans sa réponse, le prince Kourbski justifie sa fuite en évoquant le comportement tyrannique du tsar, dont il a lui aussi fait les frais. Ivan rédige alors 80 pages dans lesquelles il rejette toutes les atrocités qu'on lui impute. Depuis un siècle, cet échange épistolaire est, pour les historiens, la seule documentation sur la Russie du XVIe siècle. Toutefois, dans les années 1970, des critiques s'élèvent quant à l'authenticité de ces lettres. J'ai moi-même des doutes sur la question pour la raison suivante. Il est très inhabituel qu'un souverain entretienne avec un noble accusé de trahison un échange épistolaire au sujet de la légitimité du pouvoir. Ivan ne s'est jamais exprimé de façon aussi détaillée dans d'autres circonstances. Il est donc possible que cette correspondance entre Ivan IV et Kourbski n'ait jamais existé. Ces lettres brossent pourtant un portrait du tsar qui correspond au récit de l'époque et confirme les préjugés. Quoi qu'il en soit, la correspondance entre les deux hommes et les pamphlets publiés contre Ivan IV ont pour effet de propager à travers le monde le triste surnom de Ivan le Terrible.
Ce surnom s'est généralisé au XVIIIe siècle. Il vient en fait d'une traduction erronée de l'adjectif russe « grozny », qui n'a pas de connotation négative, mais signifie plutôt « redoutable ». Chaque époque a recours à des symboles dans lesquels elle se reconnaît. Contrairement à Lénine le révolutionnaire dont la statue est encore présente dans de nombreuses villes de Russie, Ivan IV est devenu à l'époque post-stalinienne l'archétype du despote tyrannique et cruel. Au moment de la glasnost, sous Gorbatchev, des historiens libéraux de l'opposition ont voulu aller encore plus loin. Ils ont comparé Staline à Ivan le Terrible pour dénigrer le dirigeant soviétique. Dès lors, ils ont ravivé l'image négative d'Ivan. C'était une façon efficace de condamner Staline. Près de 3 décennies après le premier assaut contre les chevaliers de la Baltique, le tsar doit se rendre à l'évidence. Il a perdu la guerre contre la Livonie. L'ordre des chevaliers teutoniques a été dissous et ces terres ont été annexées par le Danemark, la Suède et la Pologne. Les nouveaux dirigeants de ces territoires opposent une vive résistance au tsar. Finalement, le nouveau roi de Pologne, Étienne Ier Báthory, impose un traité de paix aux Russes. Épuisé par la guerre, Ivan IV l'accepte. Le rêve d'Ivan s'est envolé. La Russie n'ayant désormais plus d'accès à la mer Baltique, ses projets d'ouverture et de commerce avec l'Europe occidentale resteront lettre morte. Il ne lui reste que l'ancienne route qui part de la mer Blanche et contourne le Cap Nord, et qui n'est libre de glace que quelques mois par an. Le tsar nourrit alors un projet audacieux. La rumeur a même circulé qu'il voulait épouser la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Cela semble assez improbable. Toujours est-il qu'il avait en tête l'idée d'une union avec une Anglaise. Il voyait les avantages potentiels, mais il sous-estimait sans doute les difficultés. Après la mort d'Anastasia, Ivan a épousé plusieurs aristocrates russes. Mais c'est son fils aîné Ivan Ivanovitch, né de l'union avec sa première épouse bien-aimée, qui est appelé à lui succéder. Père et fils entretiennent des liens étroits, mais bientôt, la situation va basculer. Après plusieurs décennies de règne, la méfiance d'Ivan et sa peur de la trahison se sont transformées en paranoïa. Le souverain est de plus en plus souvent victime de crises incontrôlables. Ivan était-il atteint de démence vers la fin de sa vie, comme le soupçonnaient ses contemporains? C'est un peu une solution de facilité. Les historiens n'ont pas besoin de chercher d'autres explications. Il leur suffit d'affirmer « on ne peut pas expliquer ses comportements. Il était fou, c'est tout ». Parfois, la fureur d'Ivan se déclenche pour un motif futile. D'une nature colérique, il a toujours eu des difficultés à se contrôler. Un jour, estimant que sa belle-fille est vêtue de façon indécente, il entre dans une rage folle. Lorsqu'Ivan Ivanovitch s'interpose pour défendre son épouse, la situation dégénère. Pris d'un accès de fureur, le tsar frappe son fils avec son sceptre. Celui-ci s'écroule sans vie. Le tsar vient d'assassiner son propre fils, l'héritier au trône. Dans ces heures sombres, Ivan ne se doute pas encore qu'il vient aussi de porter un coup dur à ses sujets et de réduire à néant nombre de ses réalisations. Désormais, c'est son fils Fédor qui est appelé à lui succéder, mais il est atteint d'un retard mental. L'infanticide a toujours été un sujet d'étude de choix pour les psychologues et les artistes qui cherchent à comprendre les raisons qui peuvent pousser un individu à tuer son propre enfant. Manifestement, ce type de crime survient plus souvent qu'on ne le pense. La perte de contrôle conduit parfois à des actes irréversibles. J'ai constaté ceci sur des scènes de crime.
Lorsque c'est un proche qui a commis le meurtre, très souvent, la colère, la haine et l'agressivité ont conduit à l'homicide. Une fois que le meurtrier a retrouvé sa lucidité, il peut se livrer à des actes de repentir symboliques. Cela peut aller jusqu'à dissimuler les coups portés à la victime et déposer des objets de culte près de la dépouille, comme pour la mettre en valeur lorsque les enquêteurs la découvriront. La mort du tsarévitch bouleverse Ivan et compromet l'avenir de l'Empire. Ivan est devenu sa propre victime. Il a du mal à vivre avec cette agressivité car, de son point de vue, cela revient à perdre la maîtrise de soi. Or, il a toujours voulu tout contrôler. Après avoir tué son fils, il regrette son geste et ses conséquences. Il constate qu'il a bel et bien perdu son sang-froid. Et cela ne correspond pas du tout à l'image qu'il a de lui-même. Le tsar Ivan, enfant martyr devenu despote, mourra 3 ans plus tard. Son fils Fédor Ier lui succède. Il est incapable de gouverner et les boyards le déposséderont vite de son pouvoir. Les intrigues et les rivalités des prétendants au trône plongent alors la Russie dans le temps des troubles. Cette sombre époque s'achèvera seulement avec l'accession au trône de Pierre le Grand en 1682. Véritable artisan de la modernisation et de la stabilité de la Russie, Pierre Ier réalisera le rêve que nourrissait Ivan IV avant lui, mais que la cruauté et la démence l'ont empêché d'accomplir. Il fera bâtir sur la Baltique la cité pour laquelle Ivan a guerroyé en vain pendant près de 3 décennies, Saint-Pétersbourg.